J'espère que j'étais présentable. Je m'étais fait le petit maquillage là. Ok, très bien. Parce que c'est vrai que le truc là, c'est impressionnant. Je m'appelle Laura, je suis artiste 2D, concept artiste depuis presque 10 ans maintenant. Je travaille en collaboration avec Old Skull Games depuis presque 5 ans maintenant. À la base, j'étais freelance. Et j'ai décidé de rester là en CDI depuis cette année. J'ai commencé par du AAA et petit à petit, je me suis recentrée des productions un peu plus rationnelles et du coup, un rapport à mon travail sain plutôt que chercher toujours l'excellence, l'ambition, sortir le hit, faire quelque chose de démentiel même des fois, parce que le jeu sur lequel j'ai bossé, c'était incroyable, ce à quoi on se frottait, la concurrence, elle était folle. Donc en fait, petit à petit, je suis allée vers du AA et ensuite plutôt sur du jeu mobile même pour faire des choses un peu plus casual, friendly. Et maintenant, varier un peu les deux, hein. On est sur du double, du mobile, voilà. Donc c'est quand même plus agréable parce que en fait, c'est à échelle humaine en fait. Déjà, on est des équipes plus petites, on connaît les prénoms de tout le monde et surtout, on peut communiquer un peu avec tout le monde et donner aussi son opinion parce qu'on l'écoute. Et ça, mine de rien, c'est pas partout pareil, quoi. Comment j'ai fait ce métier-là? Alors, ça peut sembler improbable, mais c'est par hasard. En vrai, je me destinais à être avocate. Je pense que ça s'est passé par étapes, des choses qui m'ont nourrie, qui m'ont inspirée. Et moi, ça a été d'abord juste des croquis que j'ai fini par laisser tomber parce que, en fait, quand t'es au lycée, si t'as pas une équipe pédagogique qui a envie de te soutenir dans tes goûts, mais plus dans des choses rationnelles, en fait, ben, ils vont le faire. Et au final, j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents m'ont laissé me perdre, en fait, pendant 1 ou 2 ans. Partie vivre à Lyon, alors que j'avais aucun projet en tête. Et puis un jour, ma mère m'a dit, j'ai entendu dire à la télé qu'il y avait une école de jeux vidéo à Lyon. Est-ce que ça t'intéresserait? Et c'est elle qui m'a inscrite. Alors au début, dans une mise à niveau en art appliqué pour éventuellement faire de la pub, j'étais toujours dans le déni, hein. On avait une autre image de ces métiers-là. Moi-même, je disais, c'est pas un vrai métier. Je me voyais vraiment galérer pour vivre de ça. Moi, j'avais en tête ce que me disait mon père sur les auteurs et les autrices de BD, comme quoi tu gagnes rien à vivre du dessin. Et ma mère m'a dit, ça coûte rien d'essayer, ce qui est faux, parce que ça coûte cher. Mais j'ai eu la chance d'y avoir accès. Très vite, ça m'a donné envie. Et en fait, j'ai bossé comme une dingue. Mise à niveau en art appliqué, en fait, c'était 3 ans condensés en 1 an. Parce qu'on fait toutes sortes d'études, études architecturales, de perspective, de peinture à l'huile, acrylique, sculpture, tout. Et ça m'a permis, en fait, d'avoir un petit niveau. Et derrière, en fait, j'ai été donc dans une licence qu'ils appelaient licence concept art. J'ai eu une chance, c'est que comme c'était la première classe qui ouvrait, j'étais la toute première promo, on a eu vraiment le tapis rouge. On a eu des super profs, des super intervenants et intervenantes, vraiment des super masterclass. Et là, j'ai pu commencer à détailler, en fait, ce que j'aimais faire, ce que j'aimais pas faire, ce qui est important aussi, ce que j'aimais dessiner, quels auteurs et autrices, quels artistes m'intéressaient le plus, étoffer mon style. Et là, au fur et à mesure, j'ai trouvé mon chemin vers la fin de l'année où, grâce à d'autres profs, en fait, j'ai commencé à avoir quelques contacts et je les en remercie aujourd'hui parce que c'est grâce à eux et elles que je suis dans ce métier-là. Où justement, j'ai pu voir que j'aimais des choses en particulier, genre dessiner des props par exemple, donc c'est des objets qu'on met dans la scène dans les jeux vidéo. Comprendre quel était le métier associé en tout cas à ce qui me plaisait. On peut devenir illustrateur dans le jeu vidéo où tu dessines que des grands concept art ou des backgrounds qui vont servir dans des jeux en 2D, etc. Ou alors illustrateur en film d'animation où tu vas dessiner des backgrounds devant lesquels évoluent les personnages. Mais moi, j'avais vraiment plus d'appétence en fait pour le détail, c'est-à-dire les objets, le chara design, mais aussi dessiner des créatures. Vraiment, c'était ce qui me plaisait le plus. L'environnement design, un peu moins. J'adore suivre des visions. Une vision, en général, dans votre équipe, c'est le directeur artistique, le creative director, le product owner qui va vous les véhiculer à travers des pitchs, à travers des références, etc. Et moi, je suis nulle à ça. De toute façon, c'est pas ce qu'on me demande. J'adore être emportée dans l'univers dans lequel on veut me prendre par la main. Et là, il y a l'inspiration qui vient et tout. Mais j'adore arriver avec mes petits objets. Alors là, tu vois, j'aimerais mettre un téléphone. Parce que le téléphone, on va comprendre qu'on est en 1930. Jouer à la poupée. Alors ça, c'est ce que j'aime le plus dans ce métier. Et réfléchir aux tenues des personnages, ce qui va un peu raconter l'histoire, mine de rien. Donc voilà, c'est plus ça qui m'intéresse. Et c'est la narration environnementale aussi. Alors ça passe par l'environnement pour comprendre l'époque, les influences, qu'est-ce qu'on veut te raconter. C'est trop bien. Mon métier à OSJ consiste en fait à un peu tout dessiner
Et c'est ce que j'aime beaucoup. Parce que tout à l'heure, je parlais du AAA où en fait, tu es cantonné à une discipline en général. Alors c'est normal, hein, c'est parce qu'il y a énormément de choses à abattre. Et là, je fais un peu de tout. Je vais autant faire du character design, proposer des vêtements différents, mais aussi peut-être des attitudes différentes pour le personnage, pour aider les animateurs. Je vais aussi dessiner de l'environment design. Ça peut aller de la skybox, donc c'est ce qu'on met dans le ciel pour donner l'illusion qu'il y a des étoiles. Des fois, ce sera même animé, comme du props, comme tout en fait. Donc c'est ça que j'aime bien. Je fais même des logos des fois, des icônes pour dépanner, même si normalement c'est pas mon cœur de métier. Pour certains personnages, ça va être important. Ça suit la logique de la prod, donc c'est des choses que j'adore faire aussi. Parce que rappelez-vous quand même qu'à la base, j'aurais aimé faire de la pub. Donc en fait, ça me plaît bien. Voilà, un peu de tout. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et aussi, où je peux dire de vive voix, ben là par contre, je me sens moins à l'aise pour faire ce truc-là. Est-ce que telle ou telle personne peut le faire à ma place? Et on peut s'échanger les choses entre nous et c'est trop trop cool. Sur une production, en général, je travaille donc en lien étroit avec mes collègues de artistes et concept artistes. Donc déjà, entre nous, on va vachement s'influencer. On va se passer un design, l'autre personne va rebondir dessus. Et ensuite, il y a le ou les directeurs artistiques qui vont avoir une vision plus prod-centrée, on va dire. Voir si ça correspond à la vision, au projet, aux intentions, à la promesse. Faire des retours factuels et aussi artistiques, parce que c'est pas toujours question de style. Hein. Souvent, c'est plus question de cohérence par rapport à tout ce qui est fait aussi en 3D en amont, pour que ça suive vraiment toujours une bonne ligne. On rebondit là-dessus et il y a le product owner régulièrement, creative director, qui arrive en disant ça je l'embarque, c'est parfait, ça correspond à ma vision, à la ligne qu'on s'est mise, on le met en prod et ça part en 3D. Et donc je communique aussi pas mal avec les 3D artistes et c'est mon moment préféré parce que du coup on voit vraiment notre design qui commence à prendre forme et on peut interagir avec la personne directement en lui disant alors là tu vois en fait je vais te redessiner un détail, il faut que tu le vois de plus près, j'imaginais plus des triangles, là ils sont incrustés dans la poterie, tu vois, faut qu'on sente que ça a été gravé et tout, donc c'est des petites indications qu'on m'a données. C'est un peu la touche finale, quoi. À la fin, le moment que je préfère, c'est quand on est devant le truc et on fait ah ouais, on a bien bossé, c'est cool, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est pas toujours facile d'arriver à ce stade-là. En fait, il y a toujours aussi le goût personnel de chacun et chacune. Hein. Franchement, ça, on peut pas y couper. Et c'est d'ailleurs le plus dur dans ce métier-là, c'est que on a envie de dessiner ou modéliser ce qu'on aime, mais on fait très rarement ce qu'on aime. Hein. On peut insuffler des choses qu'on aime dans notre design, de manière à ce que ça se rapproche de nos valeurs et tout, parce que des fois, ça peut être aussi des choses qu'on trouve pas ouf. On en fait part à notre PO ou à notre directeur artistique en disant bah là, je lève un flag, parce que je trouve pas que ça correspond à la cohérence du projet. Et en général, à cette échelle-là d'entreprise, ça qui est cool, c'est qu'on nous écoute, mais voilà, de manière argumentée, et on peut discuter et modifier le truc pour que ça aille un peu plus dans le sens qu'on s'imaginait à l'origine. Les qualités les plus importantes, c'est d'être curieux, de regarder, d'écouter, de lire beaucoup de choses, aller au musée, regarder des films, pas que des films d'animation, évidemment, écouter de la musique, mais regarder leurs clips aussi. Justement, on parlait de storytelling, de narration environnementale tout à l'heure, c'est le but même des clips de musique. Il faut lire tout, que ce soit juste des livres comme des BD, beaucoup de mangas aussi. Il faut être intéressé par tout regarder. Une des qualités aussi, c'est l'observation, très important. Pareil pour les photographes, de toute façon. Voir comment les choses fonctionnent, comment les lumières fonctionnent dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans un intérieur comme l'extérieur, le soleil selon la météo, les ombres, tout, comment fonctionnent les couleurs. Alors les couleurs, pas toujours, parce qu'en fait, il y a des très bons artistes qui sont daltoniens, donc même en ayant un handicap visuel, ça peut très bien marcher. Être bon observateur ou observatrice, et aussi en fait se faire confiance. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant dans nos métiers, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais se faire confiance et se dire qu'en fait, si notre œil a déjà fait 50% du travail, tout le reste suivra. C'est même rassurant de l'avoir, à mes yeux. Avoir le syndrome de l'imposteur, ça te force à être toujours meilleur. Alors, c'est terrible en termes de charge mentale. Ça nous prouve qu'on a toujours un goût qui est aiguisé, en fait, qui nous emmène quelque part et on stagne pas. Et ça, stagner, c'est le pire dans les métiers visuels parce que on pourrait s'endormir sur nos acquis. À un moment, on est dépassé. Ouais. Il y a des trends, il y a des modes. Et c'est vrai, le syndrome de l'imposteur, il y a ce moment où, subitement, ce que tu as produit et tes attentes, elles s'alignent. Et là, tu as un moment de... Ça te prend même physiquement, en fait. T'as ton corps qui pétille et t'attends qu'une chose, c'est de le montrer au monde, quoi. Et c'est vraiment le meilleur des moments. Par contre, ça arrive rarement. Dans un métier de production comme le nôtre, encore plus, parce qu'on a des contraintes de temps, de livraison. Donc, il y a toujours aussi le fait d'accepter de vivre avec le travail à moitié terminé. Alors après, c'est de la pratique, c'est difficile. Le lâcher prise, dans ce métier-là, t'es obligé. Le problème d'avoir un gros ego en tant qu'artiste, beaucoup de choses sont jetées ou permettent juste de se rendre compte que c'est pas ce qu'on a envie finalement de faire. Quand on fait, par exemple, le character design,
design d'un personnage principal, c'est jusqu'à des mois de recherche, c'est des semaines d'errance aussi, à même parfois le faire en 3D et se rendre compte qu'en fait ça va pas du tout et qu'il faut le refaire. Franchement, c'est éreintant au début, mais en fait quand on comprend que c'est pas de notre faute, que c'est pas qu'on a mal agi, le lâcher prise arrive assez naturellement. Alors pour ça, il faut avoir la chance de travailler avec des gens avec qui on arrive à communiquer. Alors pas toujours, hein, des fois ça arrive aussi qu'on soit juste mauvais parce que c'était une mauvaise journée. On va pas se mentir. En tout cas, ça permet de faire le travail plus sereinement en fait. Être concept artiste à OSG, c'est bien. Non, c'est bien. Tout simplement la liberté. La liberté d'être qui je suis. Déjà, c'est hyper important. La liberté, mine de rien, de dessiner ce que je veux aussi. De pouvoir poser mes difficultés, qu'on écoute mes ressentis, qu'on comprenne aussi mes limites. Mais aussi de célébrer les moments où en fait ça se passe super bien et que ce soit par le biais d'events, mais aussi juste de discussions entre nous de manière organique, de pouvoir se voir de visu. C'est hyper agréable de sentir en fait intégré dans une équipe et de pouvoir aussi échanger avec les gens du même métier que moi sur mes difficultés, comme je disais tout à l'heure, et de pouvoir prendre la relève sur d'autres trucs quand je me sens bloquée. C'est un peu ça la liberté. Le fait juste de pouvoir vraiment évoluer à ma vitesse. Du coup, on peut vraiment tous et toutes communiquer tous ensemble, avoir vraiment une synergie, se montrer les choses qu'on fait parce qu'on n'est pas toujours sur les mêmes projets. Si l'ego de chacun est pas trop développé, ce qui est pas le cas à OSG, tout va bien. On peut rebondir les uns sur les autres sur nos idées. Un tel ou une telle va faire ce dessin-là et moi ça m'inspire ça. Et en fait, c'est super cool parce que on est vraiment une petite équipe. Et même là, sur le projet actuellement où je suis, on n'est que 2. C'est super, on se montre régulièrement ce qu'on fait et on prend pas de pincettes. Ça nous permet de faire toujours mieux et c'est hyper agréable, quoi. C'est la chaleur quand même, ça fait un peu une petite famille. Et le fait de pouvoir reconnaître tout le monde de visu, quoi, parce qu'on n'est pas non plus archi nombreux. Alors on commence à être pas mal. De pouvoir vraiment partager des moments si on veut, discuter, se croiser le midi, papoter, jouer au billard. Alors moi je joue pas, je regarde, mais non, c'est vrai que c'est très chill. La flexibilité, l'écoute, l'entente aussi. Il y a plein de choses où on est grave d'accord, mais il y a aussi ces moments-là où on l'est pas et on peut l'exprimer en fait. En fait, c'est quand même un sacré grand point fort à OSG, c'est que quand même, de manière générale, on peut tout discuter. Quand on n'est pas d'accord, en fait, apporter nos arguments et avoir une écoute attentive. Des fois, on n'aura pas la réponse escomptée, mais au moins, on aura pu faire part de nos griefs à tous les niveaux. En prod, comme à l'échelle humaine. Entre humains, juste discuter entre nous, au-delà du fait qu'on soit collègues. Le fait de pouvoir faire des one-on-one avec les associés, par exemple, on peut quand même tous et toutes se parler, et ça, c'est hyper agréable. Ça permet des fois de relever des incompréhensions dues par nos métiers, très différents des fois. Ne pas avoir l'impression, en tout cas, d'être juste une fourmi dans une grosse fourmilière. Je suis contente de constater que je me sens à l'aise avec tout le monde. Ça, c'est cool aussi. Si vous êtes jeune et que vous n'avez jamais vu Akira, regardez Akira. C'est même obligatoire, en fait.